Bonjour à tous, aujourd'hui on part à la découverte de Grenoble, la capitale non officielle des Alpes, et on va essayer de comprendre comment sa géographie si particulière a pu forger une histoire d'innovation aussi incroyable. Pour bien commencer, il faut absolument partir de cette phrase. Elle est de l'écrivain Stendhal, qui est né ici. Il disait « Au bout de chaque rue, une montagne ». Et franchement, ça résume tout. C'est le point de départ de toute l'histoire de la ville. Voilà notre première partie, une ville définie par les montagnes. Parce que pour saisir l'âme de Grenoble, il faut d'abord, mais vraiment d'abord, comprendre le paysage qui l'enserre, qui l'a contraint, et finalement, qui l'a défini. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe assez fascinant. Grenoble est l'une des villes les plus plates de France. Oui, oui, plate. Elle est posée sur le lit d'un ancien lac glaciaire. Et pourtant, en même temps, elle est complètement verrouillée, encerclée par les Alpes. 3 massifs montagneux immenses qui la dominent. C'est plat, mais c'est une cuvette au milieu des géants. Cette forme de cuvette, elle n'est pas là par hasard. Elle a été creusée par 2 rivières, 2 forces de la nature, l'Isère et le Drac. Et il faut bien imaginer que pendant des siècles, ces 2 cours d'eau étaient totalement sauvages, provoquant des inondations dévastatrices. D'ailleurs, les habitants leur ont donné des surnoms qui en disent long, le serpent et le dragon. On imagine bien le combat. Face à ces monstres d'eau, eh bien les Grenoblois n'ont jamais vraiment eu le choix. Pour survivre, il a fallu devenir ingénieux. Il a fallu innover. Et c'est justement ça qui nous amène à notre deuxième partie. Comment est-ce que ce combat incessant pour dompter l'eau est devenu le moteur de la première grande révolution de Grenoble? Alors, si on regarde cette chronologie, on voit vraiment une montée en puissance. Ça commence en 1788 avec la Journée des Tuiles. Un avant-goût de la Révolution française, c'est une ville rebelle. Puis, au début du 19e siècle, on passe à l'action concrète. On endigue, on canalise les rivières. Et là, fin du 19e, c'est le déclic. La découverte de la houille blanche, l'hydroélectricité. En 1925, l'affaire est tendue. Grenoble expose sa nouvelle identité au monde entier. La houille blanche, c'est un nom absolument génial, non? Il a été inventé par un industriel, Aristide Bergès, pour parler de l'hydroélectricité. C'était littéralement le nouveau charbon, mais un charbon propre, sans la fumée. Et c'est là qu'est le tour de force. Grenoble a transformé son pire cauchemar, ses rivières indomptables, en son plus grand atout industriel. Mais cet esprit de transformation, il ne s'arrête pas là, bien au contraire. Au XXe siècle, il va être décuplé par un seul événement. Un événement qui va complètement réinventer la ville pour l'ère moderne. L'année, c'est 1968. Et à ce moment-là, tous les regards du monde entier sont braqués sur Grenoble. La raison? Les 10e Jeux Olympiques d'hiver. Mais attention, il ne s'agissait pas que de sport, loin de là. Les Jeux Olympiques, en réalité, c'était le prétexte parfait, l'accélérateur idéal pour une modernisation totale de la ville. On parle de nouvelles routes, de nouveaux bâtiments, d'une nouvelle renommée internationale. Grenoble changeait de dimension. Et tout cet élan créé par les Jeux a servi de rampe de lancement pour la nouvelle identité de Grenoble, celle d'un pôle mondial de science et de technologie. Bienvenue dans la Silicon Valley version alpine. En fait, la transition est assez logique. De la puissance de la houille blanche, on est passé à la puissance des puces de silicium. La ville a simplement capitalisé sur son ADN d'ingénierie pour devenir ce grand pôle de recherche européen. Et quand on dit un grand pôle, ce ne sont pas des paroles en air. Il suffit de regarder les secteurs, micro- et nanotechnologie, numérique, biotech, nouvelles énergies. C'est du très haut niveau, et ça attire des talents et des investissements du monde entier. Et pour mettre un chiffre là-dessus, 25 000. C'est le nombre de chercheurs, dans le public comme dans le privé, qui travaillent aujourd'hui dans l'agglomération grenobloise. Pour situer, c'est tout simplement le 2e pôle de recherche de France, juste derrière Paris. Bon, la technologie, la recherche, c'est une chose. Mais comment tout ça, cette géographie unique et cette innovation constante, comment ça se traduit dans la vie de tous les jours pour les Grenoblois? Au fond, la question est là. Ça fait quoi de vivre dans une ville parfaitement plate, mais où il suffit de lever la tête pour se sentir tout petit face aux montagnes? Cette dualité a vraiment façonné une culture, un mode de vie unique. Alors, un des effets les plus évidents, c'est que Grenoble est devenu un paradis pour les cyclistes. C'est logique, c'est plat. Résultat, plus de 15% des trajets pour aller au travail se font à vélo. C'est un chiffre énorme. Et la ville a accompagné ce mouvement, elle a massivement investi. On parle de plus de 450 km de pistes cyclables, avec même un réseau d'autoroutes à vélo, les chronovélos, qui traversent toute la métropole. Et est-ce que ça marche? La réponse est un grand oui. En une seule décennie, l'usage du vélo a bondi de 64%. C'est la preuve que quand on offre les bonnes infrastructures, les habitudes changent. Cet engagement pour la mobilité verte et un urbanisme plus durable a d'ailleurs été reconnu au plus haut niveau. En 2022, Grenoble a reçu ce titre très prestigieux de capitale verte de l'Europe.
Donc si on prend un peu de recul, l'histoire de Grenoble, c'est un cycle d'innovation qui se nourrit de lui-même. Tout part d'une contrainte géographique, ça force à maîtriser l'environnement. Cette maîtrise, elle lance une révolution industrielle, qui elle-même permet une réinvention en pôle technologique. Et le tout aboutit à un modèle de vie plus écologique. La boucle est bouclée. Au final, l'histoire de Grenoble nous laisse avec une question assez puissante. Qu'est-ce que les autres villes peuvent apprendre d'un endroit qui a réussi à transformer sa plus grande faiblesse, sa plus grande contrainte, en sa plus grande force? C'est une question qui laisse à réfléchir.